La théorie des probabilités a une date de naissance, 1654, et c'est un problème très particulier qui a mis le feu aux poudres. Le personnage principal de ce tableau est Luca Pacioli. C'est un moine italien de la Renaissance qui a passé une grande partie de sa vie à enseigner les mathématiques. Vous le voyez avec un de ses élèves et ses instruments de travail. Il tient une baguette et montre une figure géométrique sur une ardoise. Sur la tranche de cette ardoise, on lit Euclide. Sur la table, on voit une équerre et un compas. Posé sur un livre, il y a un dodécaèdre et suspendu au plafond un autre polyèdre qui semble en verre. C'est un octaèdre tronqué. Son livre le plus connu est De Divina Proportione, sur la proportion divine. La proportion divine, c'est ce que nous appelons le nombre d'or. Et si ce livre est aussi célèbre, c'est à cause de ses illustrations magnifiques. On y voit les proportions d'un visage humain, les proportions des lettres de l'alphabet et la manière dont doivent être dessinés les caractères typographiques. Il y a surtout des polyèdres réguliers dessinés en perspective. Voici un icosaèdre tronqué formé d'hexagones réguliers autour de pentagones réguliers. Nous la voyons souvent parce que c'est, ou au moins c'était, l'agencement des pièces d'un ballon de football. Remarquez la représentation par des arêtes en perspective creuse. Voici encore un icosaèdre. Cette fois-ci, il est stellé, c'est-à-dire qu'un tétraèdre est posé sur chacune des 20 faces triangulaires de l'icosaèdre. Encore une stellation. Ici, c'est un dodécaèdre avec des pyramides à base pentagonale. Soyons honnêtes, ce livre est plus intéressant par ses gravures magnifiques que par son contenu écrit. La morale de cette histoire, c'est que quand on écrit un livre, c'est bien d'avoir un copain qui s'y connaisse un peu en dessin. Et le copain de Pacioli s'appelle Léonard de Vinci. L'autre morale de l'histoire, c'est que je préfère vous montrer de jolies images plutôt que le bouquin dont j'ai à vous parler et qui, lui, est beaucoup moins spectaculaire. C'est cette somme d'arithmétique. Le titre complet annonce aussi de la géométrie, des proportions et de la proportionnalité. Ce livre est dans la droite ligne de beaucoup d'ouvrages de la Renaissance italienne qu'on appelle des abacos. Ce sont des ouvrages pédagogiques pratiques, des traités d'arithmétique commerciale. Au fond, on peut considérer que le fondateur du genre est le Liber Abaci de Fibonacci, au début du XIIIe siècle. Ces traités contiennent des exercices particuliers, sans vraiment de méthode générale, un peu à la mode de ce qu'on appellera plus tard les récréations mathématiques. Voici un des problèmes de la Summa de Arithmetica de Pacioli. C'est écrit en vieil italien et assez serré, donc plutôt difficile à lire. Voici la traduction des premières lignes. Deux camps jouent à la balle. Chaque manche est de 10 points. Et il faut 60 points pour gagner le jeu. La mise totale est de 10 ducats. Il arrive que, pour quelque raison accidentelle, le jeu ne puisse s'achever. On demande ce que touche de la mise totale chacun des deux camps, lorsque l'un a 50 points et l'autre 20 points. Ça s'appelle le problème des parties. Parties au sens de répartition. Et il est évident que celui qui a déjà 50 et qui n'a plus qu'une manche à remporter pour arriver à 60 a plus de chances de gagner les 10 ducats que celui qui n'a que 20. Celui qui a déjà 50 doit donc recevoir plus de la moitié des 10 ducats. Eh oui, mais combien exactement? Imaginez que vous ne sachiez rien en probabilité, que vous n'avez que votre intuition.
quel va être votre raisonnement? Et vous allez supposer, comme on le faisait déjà à l'époque, que chaque joueur a autant de chances de gagner la manche suivante que les autres. Oui, mais s'agissant d'un jeu d'adresse, les hypothèses d'indépendance et d'équiprobabilité ne sont pas si naturelles qu'il y paraît. Demandez à qui vous voulez, si quelqu'un mène déjà 5 manches à 2, c'est peut-être qu'il est meilleur, donc il a plus de chances de gagner la manche suivante. Bon, c'est pas grave. Promis, je ne vous embête plus avec mes états d'âme. Le problème des parties qu'on trouve à la fin du XVe siècle chez Luca Pacioli, on le trouve aussi bien avant dans d'autres arithmétiques commerciales italiennes de la Renaissance. Voici quelques exemples. Deux personnes jouent à la longue pomme de telle sorte que le premier qui a 6 chasses gagne le jeu. Il arrive alors, par hasard, quand l'un d'eux en a gagné 4 et l'autre 3, que la balle éclate, de telle sorte qu'ils ne peuvent finir le jeu, mais tombent d'accord pour que chacun ait ce qui lui convient. 3 personnes jouent à l'arbalète 3 deniers de telle façon que celui qui, le premier à 3 coups, gagne et obtient 3 deniers. Et tirant à l'arbalète, le premier en a fait 2, le deuxième 1, le troisième n'a aucun coup. Il arrive par hasard qu'une arbalète se casse et ils sont d'accord que chacun prend ce qui lui convient. Deux hommes jouent aux échecs et font un dépôt de 1 ducat pour 3 jeux. Il arrive que le premier gagne 2 jeux au second et il demande de ne pas jouer plus avant. La balle éclate, l'arbalète se casse. Dites, il n'y avait pas que le résultat final qui était aléatoire à l'époque. Deux hommes jouent aux échecs à 1 ducat en 4 jeux. Quand il arrive le cas que le premier gagne le premier jeu, le second, le troisième, et se retire du jeu sans jouer plus selon la volonté de son compagnon. Je demande ce qu'il a gagné. Si on te disait qu'il y a 3 hommes qui jouent et qu'on te dise de quel jeu il s'agit et qu'ils jouent en 3 jeux et qu'ils ont mis 2 sous entre 3 et que celui qui le premier laboure 3 jeux retire les dits 2 sous dont chacun a mis 8 deniers. Maintenant, l'un a 2 jeux, l'autre a 1 jeu et l'autre n'a aucun jeu. On demande si on ne joue plus combien revient à chacun. Notez qu'il peut y avoir plus de 2 joueurs, le nombre de parties à gagner varie, mais jamais le problème n'est posé en toute généralité. Ce n'était pas dans l'esprit du temps. Alors qu'il faisait partie du folklore mathématique depuis plusieurs siècles, sans que personne ne cherche à le théoriser, le problème des parties va mettre le feu aux poudres subitement parce qu'un certain Antoine Gombaud, qui signait du nom de chevalier de Méré, homme du monde et joueur invétéré, a posé la question à Blaise Pascal. Pendant l'été 1654, une correspondance s'engage entre Pascal et Pierre de Fermat. Voici ce qu'écrit Pascal le 29 juillet. L'impatience me prend aussi bien qu'à vous, et quoique je sois encore au lit, je ne puis m'empêcher de vous dire que je reçus hier au soir, de la part de M. de Carcavie, votre lettre sur les parties, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. Je n'ai pas le loisir de m'étendre, mais en un mot, vous avez trouvé les 2 parties des dés et des parties dans la parfaite justesse. J'en suis tout satisfait, car je ne doute plus maintenant que je ne sois dans la vérité, après la rencontre admirable où je me trouve avec vous. J'admire bien davantage la méthode des parties que celle des dés. J'avais vu plusieurs personnes trouver celle des dés, comme monsieur le chevalier de Méré, qui est celui qui m'a proposé ces questions, et aussi monsieur de Roberval, mais monsieur de Méré n'avait jamais pu trouver la juste valeur des parties. En fait,
la solution de Pascal est plus générale que celle de Fermat. Il va la rédiger à l'automne dans son traité du triangle arithmétique. Ce traité du triangle arithmétique, qui circule de manière confidentielle en 1654, ne sera officiellement publié qu'après la mort de Pascal. C'est de là que vient l'expression triangle de Pascal. Le triangle des nombres de combinaison était connu bien avant Pascal, et Pascal ne prétend pas qu'il soit nouveau. Par contre, ce que vous voyez ici, l'usage du triangle arithmétique pour déterminer les parties qu'on doit faire entre deux joueurs qui jouent en plusieurs parties, ça, c'est bien nouveau. Il s'en vante d'ailleurs dans cette lettre au célèbre mathématicien de l'Académie parisienne. Il ne s'agit pas de l'Académie royale des sciences, qui ne sera fondée qu'en 1666. C'est simplement un groupe informel de savants qui se réunissent régulièrement et auxquels Pascal envoie un compte-rendu de son activité pour 1654. Dans ce compte-rendu apparaît le paragraphe suivant. Et puis un traité tout à fait nouveau, d'une manière absolument inexplorée jusqu'ici, à savoir la répartition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis, ce que l'on appelle en français faire les parties des jeux. La fortune incertaine y est si bien maîtrisée par l'équité du calcul qu'à chacun des joueurs on assigne toujours exactement ce qui s'accorde avec la justice. Et c'est là, certes, ce qu'il faut d'autant plus chercher par le raisonnement qu'il est moins possible d'être renseigné par l'expérience. Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations mathématiques à l'incertitude du hasard, et conciliant ces choses en apparence contraires, elle peut, tirant son nom des deux, s'arroger à bon droit ce titre stupéfiant, la géométrie du hasard. Pascal a bien compris la contradiction qu'il y a à faire sur de l'aléatoire des mathématiques rigoureuses et certaines, et il en est tout fier. Pour tout vous dire, il s'en est fallu de quelques semaines que l'histoire prenne une toute autre tournure. En novembre 1654, Pascal a eu un accident de fiacre sur le pont de Neuilly, où il s'est vu quasiment mort. 2 semaines plus tard, le 23 novembre, il connaît une illumination, une extase mystique, qui le fait renoncer à la vie mondaine, mais aussi aux sciences, plus rien n'ayant de valeur à ses yeux que la pensée de Dieu. Mais, puisqu'il s'agit de jeu, un autre va saisir la balle au bond. Il s'appelle Christian Huygens, il est hollandais et en 1654 il n'a que 25 ans. Lors d'une visite à Paris, il entend parler du problème des parties. Il n'a rencontré ni Pascal ni Fermat, mais il réfléchit de son côté, et il en déduit un petit traité, publié en 1657, sur les raisonnements dans les jeux de hasard. C'est le premier ouvrage au monde portant sur les probabilités. Les 3 premières propositions définissent la notion d'espérance, que Huygens appelle expectatio en latin. La proposition 3 contient le cas le plus général que pose Huygens. Si le nombre de chances que j'ai de gagner A est P, et le nombre de chances que j'ai de gagner B est Q, en supposant que les chances soient égales, mon espérance vaudra AP plus BQ sur P plus Q. Remarquez qu'il ne s'agit pas de probabilité entre 0 et 1, mais de nombre de chances P et Q, toutes ces chances étant égales. C'est ainsi que l'on écrira les probabilités, au moins jusqu'à Laplace, plus d'un siècle plus tard. Bon, allez, j'arrête de causer.
Comment ça, j'ai pas fini? D'abord, j'arrête quand je veux. Après, il n'y a qu'à répartir l'enjeu équitablement. On devrait y arriver.